Michel Gurfinkel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous passez d'agréables vacances, mais je suis désolé de vous d'interrompre en tout cas ces vacances pour parler d'un sujet important puisque Donald Trump, vous le savez, a ratifié donc ces sanctions contre l'Iran qui sont entrées en vigueur depuis hier. Et la première question que je voudrais vous poser en tant qu'expert de la situation en Israël, mais aussi au Proche-Orient, et aux États-Unis, c'est quelles sont les répercussions immédiates d'un tel décret présidentiel, d'une telle décision du président? Est-ce que véritablement cette décision de Donald Trump peut entraîner, on va dire, un affaiblissement du régime iranien? Alors, premièrement, il faut comprendre que les États-Unis restent toujours, à ce jour, la plus grande puissance économique mondiale, et que, deuxièmement, les États-Unis ont une culture du droit et donc une culture de la guerre par le droit, de la guerre par les opérations juridiques beaucoup plus forte que la plupart des pays du monde. Il s'ensuit que si la loi américaine en l'occurrence, telle qu'elle peut être définie par la politique du gouvernement américain, de l'administration américaine, si la loi américaine est que, premièrement, il y a des sanctions très fortes contre l'Iran et notamment une interdiction totale de faire du commerce avec l'Iran, et que, deuxièmement, cette interdiction ne porte pas seulement sur les entreprises américaines, mais sur toute entreprise au monde, c'est-à-dire que toute entreprise au monde qui ferait du commerce, ferait des opérations économiques avec l'Iran, serait considérée comme délictuelle ou criminelle aux yeux de la justice américaine. La conséquence de tout cela, c'est que, effectivement, des sanctions économiques américaines pèsent extrêmement lourd et vont aggraver l'isolement économique de l'Iran, qui est d'ores et déjà extrêmement poussé. Alors, mais est-ce que pour nous comparer aux sanctions, je voudrais que l'on compare aux sanctions qui existaient, qui étaient de l'ensemble de la communauté internationale, pas seulement des Américains, avant la signature de l'accord de Vienne de 2015. Ce sont des sanctions qui sont beaucoup plus dures, beaucoup plus radicales? Alors, parce qu'on avait le sentiment que les Iraniens, finalement, tant bien que mal, parvenaient à s'en sortir. Ça n'a pas véritablement influé sur la puissance du régime iranien, les sanctions qui existaient jusqu'alors. L'Iran, avant le fameux accord sur le nucléaire iranien de 2015, en fait, l'Iran était extraordinairement affaibli par les sanctions internationales. Il était affaibli au point que nous avons beaucoup d'éléments qui permettent de l'établir, au point que le guide suprême de la République islamique, l'ayatollah Khamenei, avait pris la décision de faire élire un président passant pour modéré et d'engager des négociations sur le nucléaire avec les pays occidentaux. Il faut bien comprendre que s'il y a eu un accord sur le nucléaire iranien, il n'a pas résulté de démarches diplomatiques, ni d'une volonté de certains occidentaux de négocier avec un président iranien passant pour plus modéré, mais bien au contraire, tout ce processus n'a pu avoir lieu que parce que le guide spirituel de la République islamique, qui est en fait le véritable maître de l'Iran, ce n'est pas le président, mais c'est le guide spirituel qui est le véritable maître de l'Iran, avait pris la décision, en raison de la dureté des sanctions et de leur effet sur l'économie iranienne, avait décidé donc d'entrer sur la voie diplomatique et de cette manière-là d'obtenir en fait un répit, d'obtenir un adoucissement, puis une élimination progressive des sanctions.
Alors, bien entendu, la véritable question, elle se situe à un autre niveau. Le premier niveau, c'est jusqu'à quel point les sanctions, dans le passé, étaient respectées, jusqu'à quel point les sanctions unilatérales américaines vont être respectées. Et ensuite, il y a une autre question derrière celle-là, c'est est-ce que certaines puissances économiques européennes dans le monde, en particulier la puissance chinoise, ne peuvent pas être tentées d'occuper la place économique laissée vacante par essentiellement les Occidentaux aujourd'hui. Alors, pourquoi ? Parce que ce qui pourrait, ce qui est valable pour les Européens, par exemple, ne serait pas valable pour les Chinois, c'est-à-dire ils ne sont pas obligés, eux, de passer, ils peuvent se permettre de passer outre à un tel décret ? Non, ils ne peuvent pas se permettre de passer outre, de même que dans le passé, en théorie, les pays occidentaux, notamment tous les pays européens, appliquaient des sanctions contre l'Iran. Mais en fait, nous le savons, il y a eu énormément d'enquêtes sur ce sujet. Un très grand nombre de pays occidentaux tournaient, en quelque sorte, les sanctions et s'arrangeaient pour maintenir un certain niveau de relations économiques avec l'Iran. Et en particulier, il y a un pays qui a toujours eu des relations économiques étroites avec l'Iran, quelque chose qui remonte à l'époque du Shah, n'est-ce pas ? Il s'agit de l'Allemagne, et le monde des affaires allemand a continué, en dépit des sanctions internationales, je parle d'avant l'accord de 2015, ont continué à avoir des relations commerciales, économiques, plus ou moins discrètes avec l'Iran. Ce qui ne serait plus possible aujourd'hui ? Alors, la force, je ne sais pas comment dire, le côté radical des nouvelles sanctions décrétées par le président Trump et décrétées en vertu de ses prérogatives de chef de l'exécutif, le côté radical de ces nouvelles sanctions va faire qu'un très grand nombre d'acteurs économiques dans le monde, les Allemands si l'on veut, les entreprises allemandes concernées, je ne vais pas dire des Allemands en général, mais les entreprises allemandes concernées, ou bien éventuellement la Chine, ou bien la Russie, bien que la Russie soit un pays économiquement beaucoup plus faible et petit que la Chine aujourd'hui, ces pays peuvent être amenés à réfléchir à deux fois avant de commercer avec l'Iran. Et s'ils le font, ils le feront certainement à travers énormément d'écrans, énormément de relais, ce qui finalement aboutit à restreindre considérablement le volume des relations économiques entre l'Iran et le reste du monde. Alors, je reviens un peu à ma première question. Est-ce que, à court terme ou à moyen terme, cela peut conduire à la chute du régime des ayatollahs ? Alors, ce que nous savons, c'est que il y a une situation économique extrêmement dure, catastrophique en Iran. La monnaie iranienne ne cesse de se dévaluer, c'est-à-dire que sa valeur sur le plan international est extraordinairement diminuée. Il y a des pénuries diverses en Iran. L'Iran n'est pas capable par lui-même de subvenir à l'essentiel de ses besoins. La plus grande partie des ressources économiques part pour le maintien du régime, la maintenance du régime, si j'ose dire, et pour l'armée, le terrorisme, la projection politique du régime islamique. Ceci nourrit une désaffection vis-à-vis du régime dans tous les milieux, y compris les milieux qui, jusqu'à une époque récente, étaient les plus fidèlement acquis
à ce régime. Il y a tout un milieu en Iran qui, par exemple, il y a un milieu populaire qui vivait de subventions gouvernementales, qui de cette façon-là était fidèle au régime. Il y a d'autre part, vous savez que le régime réellement repose sur une sorte de milice qu'on appelle les gardiens de la Révolution, oui. Laquelle milice, un peu comme le KGB en URSS autrefois, est en fait devenu le principal opérateur économique dans le pays. Il possède des entreprises, il possède son économie, son système économique propre qui est devenu le moteur de l'ensemble de l'économie iranienne. Or, ces secteurs-là sont touchés eux aussi par la crise actuelle et il y a donc une désaffection profonde dans le pays. Il y a un autre secteur qui est touché par les sanctions dont personne ne parle. Personne ne parle pour des raisons diverses. Vous savez qu'il y a une très grosse communauté iranienne qui vit en fait en Occident. Il y a plusieurs millions d'Iraniens qui se sont exilés aux États-Unis et il y a, je ne connais pas les chiffres exacts, mais à mon sens, il y a au minimum 2 à 3 millions d'Iraniens qui vivent dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, certainement au moins 2 millions d'Iraniens. Ces Iraniens puisqu'ils sont exilés, sont en général ne sont pas a priori favorables au régime actuel. D'un autre côté, le régime a été assez habile avec eux, c'est-à-dire que, en fait, il leur permet de garder des liens avec leur famille, de rendre visite à leur famille, et souvent d'investir en Iran. Il y a beaucoup d'Iraniens exilés qui investissent en Iran, d'abord tout simplement parce que c'est un moyen de gagner de l'argent, mais aussi parfois ils investissent en Iran afin de venir en aide à leur famille restée en Iran. Et il y a beaucoup d'ingénieurs, il y a beaucoup de techniciens ou de scientifiques exilés qui ont accepté pour des raisons diverses, à des moments divers, de travailler avec le régime iranien. Il est certain que cette très grande communauté exilée, mais qui a des liens étroits avec l'Iran, ça a deux conséquences. La première, c'est qu'il y a une très grande partie de la société iranienne qui en fait est très bien informée sur ce qui se passe en dehors d'Iran et qui par conséquent relativise les informations ou la propagande qui peut venir du régime lui-même à l'intérieur du pays. Et ça, le pouvoir n'a pas les moyens si vous voulez, de bloquer complètement les liens avec les Iraniens exilés parce qu'il a besoin de ces Iraniens exilés. La deuxième chose, c'est que ceux des Iraniens exilés qui faisaient des affaires avec le régime ou même qui lui apportaient une aide immatérielle, c'est-à-dire une aide intellectuelle, une aide scientifique, technologique, ces Iraniens maintenant peuvent être directement ciblés par les nouvelles sanctions américaines dans la mesure où elles vont être appliquées comme les Américains savent le faire, c'est-à-dire de manière extrêmement brutale. Donc ceci va encore, à mon sens, contribuer, disons, aux difficultés actuelles. Maintenant, la question des questions... Nous allons devoir en terminer, Michel. Une fois qu'on a abordé tout ça, la question des questions est de savoir quel est le but ultime de Trump, et en particulier, est-ce que... Il ne semble pas le cacher, puisque tout le monde dit que son objectif final... Oui, il l'a dit, et de toute manière, il a un entourage qui est, disons, profondément hostile au régime iranien actuel. Mais la question des questions est de savoir si Trump n'a pas la tentation à un certain moment, ayant obtenu ce qu'il considérera comme l'équivalent d'une capitulation de la part des Iraniens, de faire avec les Iraniens la même chose qu'il a pu faire avec les Russes ou avec les Nord-Coréens, c'est-à-dire brusquement de leur tendre la main.
Alors ça, c'est la question ultime. C'est la Voilà. question à 1000 Bon, ou à 1000 shekels. Oui, 1000 shekels. Oui, merci beaucoup, Michel Gurfinkel, de nous avoir éclairé donc sur l'impact que pourraient avoir ces sanctions économiques très radicales, très dures des États-Unis sur l'Iran. On comprend mieux après vos explications que la situation est donc assez problématique pour le régime iranien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée et également bonnes vacances.